Avant-propos. Cette histoire est la suite de L'Homme du train, mais elle se passe avant les événements. Cette suite est une demande d'un ami très proche qui ne veut pas rester sur sa faim. Alors déjà, je lui envoie une dédicace maintenant. Et en plus de ça, je me suis dit finalement, pourquoi pas. Le fait de faire une suite donne naissance à un univers. Et donc du coup, je pense qu'il y en aura sûrement d'autres par la suite. Je vous souhaite donc à tous un bon moment et je vous dis de bien profiter de cette histoire. À l'intention de Monsieur Jocelyne Andrew Molina. Monsieur, Messieurs les directeurs des Filons d'Or, mais aussi à l'intention du Conseil de direction des affaires établi à la capitale. Messieurs, il est important que vous sachiez ce qu'il se passa donc l'été du 30 juillet. Je me suis promis, après, mais aussi pendant l'audience judiciaire, de dire tout ce qu'il se passa lors de notre découverte de la cité, ou plutôt de ce lieu dit de Morligna. Important de transmettre ce qu'il se passa alors dans les détails les plus indicatifs pour faire avancer cette enquête. Vous recevrez cette lettre alors que je serai parti dans un autre endroit. Je prends le bateau et poste mon colis. Il contient les photographies que j'ai pu faire, mais aussi les notes de mon journal personnel. Tout est là. À ce jour, tout va bien dans cet endroit, mais si j'avais su, si j'avais tenu compte des signes, évidemment que la nature nous a envoyés, il est clair que nous n'aurions pas continué. Il est important de vous expliquer mon absence, le pourquoi je ne suis pas venu à la convocation au tribunal. Il le fallait. Je ne me cache pas la vérité, mais je me cache d'eux. La découverte de ce lieu dit de Morligna est à ce jour la pire chose à faire. Je souhaite vous dire la manière brute, pure et telle que je l'ai recueillie dans mon journal. Les photographies de la pierre en question sont rares, tout a disparu dans l'effondrement. Je vous prie de croire, messieurs, que la suite, mais à quel prix, est la seule option pour moi. En effet, mes jours sont en danger et aucune des forces de l'ordre ne pourra résister à ces hommes. À ces choses, je ne sais pas. Peu importe. Peu importe ce que c'est. Il faut se tenir prêt à ce qu'ils feront. Je ne peux en dire plus sur cette lettre. Si quelqu'un en savait autant que moi, la folie le prendra et lui fera croire à la paranoïa. Lui fera ressentir de la paranoïa. Seuls vous, messieurs, serez vos propres juges. Je joins un fragment de cet endroit, une pierre soumise à des expériences qui n'est pas connue de la Terre. À la base, il était impossible de savoir d'où elle vient. Mais les réponses sont dans mon journal. Il y a aussi cette rencontre qui m'a fait changer d'avis. Je vous laisserai sans ajouter un mot. Et donc sur votre faim aussi. Mais de grâce, ne me cherchez pas. Ne me cherchez pas. Vous risquez votre vie. Janvier, année 30. Nous sommes venus dans les montagnes pour trouver de l'or. Comme à votre demande. La compagnie a trouvé l'endroit pour installer un camp, les vivres et le matériel. En 2 jours seulement, nous étions prêts à nous mettre au travail. 1830, ruée vers l'or au sud de l'État. À ce jour, personne n'a trouvé de grands filons, sauf nous. Et quel filon, messieurs! Nous sommes partis depuis plusieurs jours. Le camp de base est dans les montagnes, au nord en direction de la vallée de Nordbook. Notre colline surplombe la ville de Trucca, une ville de l'Ouest dite nouvelle. Première fois que j'en vois une. Je ne la vois que depuis le haut de la montagne.
Depuis notre activité dans ce coin, le vent nous brise, le froid et l'hiver nous brûlent. Nous travaillons en intérieur, et ainsi, sous la terre, nous avons, dirons-nous, un peu moins froid. Je pose les quelques notes en terminant cette petite pause que j'ai par dire que tout ce que il faut voir, tout cet or est à se demander vraiment si quelqu'un ne l'a pas déposé là. Quoi que ce fût, je retourne prendre mon poste. Exploration des filons ce matin. L'or arrive en trombe et on s'épuise à la faire sortir de terre. Le chef de chantier propose une prime agréable à tout le monde. Aujourd'hui, l'or repose dans la salle des coffres. Rien de tout cela paraît croyable. Mais on tient bon. Les copains et moi-même passons nos soirées à fêter nos victoires. Ici, sous le vent, parfois la pluie, nous avons plus que ça. Les nuits sont dures, le climat est froid et l'hiver paraît sans fin. Mais aujourd'hui, encore, nous avançons un petit peu. Nous avons évacué l'équivalent d'un cheval en or. Pourvu que cela dure encore et encore. Mars 1830. Aujourd'hui, quelque chose me paraît louche. Depuis des semaines, l'ambiance est différente. Aujourd'hui encore, alors que nous étions profondément sous terre, nous sommes tombés sur quelque chose d'extraordinaire. Moi-même, je n'en reviens pas. Les mines ont été continuées et nous sommes arrivés à une grande pièce. Équipés de lanternes, nous nous sommes introduits. 2 des gars, Jones et Silverman, n'ont pas voulu. Silverman n'arrête pas de dire que ce n'est pas normal. Il n'y a que moi finalement et Fergus qui sommes entrés. Là je joins une note pour vous, monsieur Molina. Ce qui se trouve derrière ces pages de mon journal est la pure et stricte vérité. Les éléments qui s'enchaînent sont réels et la menace est totale. J'ignore ce qu'il se passe, mais devant l'incapacité de vous, ou que vous manifestiez, je veux dire, à ne pas nous croire, il ne reste que à vous montrer ce que j'ai vu au travers de mes mots. Nous sommes arrivés dans un endroit qui défie toute description. On aurait dit une espèce de temple. Un temple en forme cylindrique. Sur des mètres et des mètres de hauteur. Totalement à l'abandon. Mais en parfait état. Les murs sont d'une matière inconnue. Une roche sans explication. De ma carrière de mineur, je n'ai jamais vu une telle texture. La pièce en son centre est vide, et le vide paraît sans fin. Armé et tenant à bout de bras ma lampe tempête, je remarque plusieurs choses. La régulation de la température ainsi que l'absence totale de reflets sur les murs. Et le silence qui en donne mal à la tête. Alors là, Fergus pousse un hurlement. Me retournant, faisant retour sur ma route, je me suis approché. Fergus au sol, à genoux poussant des hurlements. Il implora qu'on lui rende ses oreilles. Incapable de comprendre ce qu'il se passa, je me suis approché et j'ai hurlé fort pour qu'il entende mes paroles par-dessus ses cris. Mais sans succès. C'est là que je compris quelque chose. Déchirant mon mouchoir, je me suis mis dans chaque oreille. Tenant mon camarade à bout de bras, je l'ai tiré et donné à Jones pour le remonter à la surface. Il fallait écrire à Monsieur Molina, impérativement. Juillet 1830. Les mois ont passé, la chaleur est un peu arrivée, mais le vent nous offre toujours ce climat de froid. Les hauteurs commencent un petit peu à me fatiguer, mais je me dis que nous sommes bientôt à bout du filon. L'accès à la découverte reste à l'air libre. Ce temple est un engin de torture, d'une isolation sans fin.
d'un silence tellement pesant qu'on peut le toucher, d'un calme si étrange qu'il en devient lourd. Le camp offre quelques livres sur l'étude physique en général, mais aucune réponse est acquise. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? La nuit même, je suis retourné sur les lieux, armé et oreilles bouchées. En silence, je me suis introduit. Même là, mes bottes ne résonnent pas. La pièce est grande, ronde et creuse en son centre. Le bâtiment blanc de la présidence pourrait entrer entièrement dedans. Dans un coin qui me paraît à l'est, si en tout cas les sens sont toujours les mêmes, je perçois tout du moins ce qui semble être un escalier. Je m'approche et descends, vérifiant qu'il n'y ait pas d'étage au-dessus de celui-ci. Je me retourne. Revenant sur mes pas, au-dessus du vide, je jette une pierre composée de cette matière étrange dans ce qui semble être le vide le plus profond que j'ai vu. J'ai la sinistre impression de contempler les enfers. Aucun son durant quelques minutes, alors que la pierre tombe. Et une vague de bruit liquide en bas. Ma conclusion est la suivante. Le gouffre renferme une profondeur peu commune. Des questions me viennent alors. Qui a fait ça? Comment les gravats ont été évacués? Quel est le but de cet endroit à l'isolation totale? Et cette matière, qu'est-ce donc? Lisse comme les courbes d'une femme et plus dure que le diamant. Sur quoi sommes-nous tombés? Je prends la décision de descendre les étages en dessous juste pour voir. Les marches sont faites pour des hommes et elles descendent en douceur. Arrivé en bas, je surprends une cascade d'eau. Elle ne fait aucun bruit. Autour se trouve aussi cette matière étrange. Il y a cependant des différences. Sur ma droite, par exemple, à quelques mètres, je perçois ce qui semble être un lit, ou autrefois un lit. La matière est toujours la même. On dirait que, et je n'en reviens pas moi-même, que comme si la matière qui compose ce temple, si de temple il s'agit, on dirait qu'elle remplace la roche qui compose naturellement cette montagne. Je l'avoue, je ne comprends plus. Qu'est-ce que je suis censé voir? Je marche encore et comprends que si ce qui a vécu ici est parti depuis longtemps, quel en était le but? Pourquoi? Qu'est-ce qui les a fait fuir? Combien ont vécu ici? Je sors la torche rudimentaire de mon sac et l'allume. Un genou à terre au bord de ce vide et je jette, comme tout à l'heure avec la pierre, cette torche allumée. Je compte les étages inférieurs. Il y en a plus d'une trentaine. Cette sensation de vertige me reprend. Alors je recule, assis là, dans ce lieu insolite, et me demande encore si ma place est vraiment possible ici. Je décide alors de remonter à la surface. D'après la montre que je porte dans la poche de mon gilet, l'aube est dans 3 heures. Je fais demi-tour, mais à peine le pied posé sur l'escalier, je remarque alors des gravures. Je m'approche et je vais voir. On dirait un genre de code, proche du morse. Je pose la main sur la gravure. Là encore, la matière est travaillée à la perfection. Je parcours un peu plus les symboles, mais je ne comprends pas. Les lettres sont pourtant les mêmes que les nôtres, mais pas disposées pareil. Pourquoi? Les jours ont passé depuis cette terrible nuit. Des jours que je cherche un spécialiste. Jones et les gars m'ont demandé de laisser tomber cet endroit. Pour eux, il s'agit juste d'une vulgaire grotte qui a été taillée.
Mais pour moi, c'est plus encore. Ce pauvre Fergus a perdu Louis. Il a été mis en arrêt et renvoyé chez lui. Ce matin, alors que je suis descendu en ville pour du ravitaillement pour le camp et changer quelques pièces contre de l'or, sur mon retour, la tempête me prend, alors je dors dans un hôtel en ville. Je dois avouer que la vue de ce bain ce soir m'enchante, et j'en profite pour me raser. Le soir, alors que je suis assis à une table et que je relis mes notes, je commande du whisky et me repose contre le dossier du fauteuil. Confort et très sympa au coin du feu. C'est alors qu'entre un homme, un grand au visage étrange, j'en conclus un étranger venu de loin. Eh bien, je suis encore loin du compte. Le barman me pointe du doigt et l'homme le remercie avec chaleur. Il vient vers moi et se présente. Il est tout vêtu de blanc. Je lui indique le fauteuil en face de moi. Mes excuses, jeune homme, dit-il. Je suis curieux de vous rencontrer enfin. J'ai vu le fragment de pierre que vous avez donné à analyser en ville. Il me serait coûteux de vous répondre et de vous dire dans quoi vous vous engagez. Permettez que je me présente. Je suis Mr. Gould. Je viens de la capitale, mais je suis originaire d'ici. Je lui serre la main avec calme, lui proposa un verre et fis signe au gérant d'apporter une autre bouteille. Alors que je portais ma pipe aux lèvres, je lui donna mon nom. Il, contre toute attente, bien sûr, prit des notes, ce qui me perturba qu'un instant. Je profitais du fait qu'il note tout ce que j'étais en train de dire pour le détailler. Un complet blanc impeccable, risqué vu la météo humide et pluvieuse, qui était curieusement sans tache. Assis, il posa son chapeau sur la table, son crâne coiffé d'une chevelure impeccable, son visage long grisâtre aux yeux verts. Il me fixa en silence lui aussi. Il croisa une jambe et porta un verre à ses lèvres. Il eut un très gros silence. Dehors, la pluie retomba, goutte après goutte. Et puis finalement, de grosses gouttes. Le visage de l'homme me fixa comme si il voulait lire en moi. Vous travaillez donc dans les collines dites dorées ou rouges en fonction. Il est important, monsieur, que je vous explique d'où vient cette pierre. Après des jours de questions et de recherches, voilà qu'un individu me donna la réponse. J'en fus soulagé, mais aussi à la fois un drôle de sentiment me prit. Un sentiment de crainte. Il y avait quelque chose que je ne voulais pas entendre. Et je sentis que cet homme-là, il en savait trop, mais vraiment beaucoup trop. Je me collais contre le fond du fauteuil et je l'écoutais. Il y a des choses dans ce bas monde que personne ne doit savoir. Il y a des choses qu'il ne faut pas comprendre et surtout qu'ils doivent rester secrètes. Il déposa le fragment de la pierre devant lui, à la seule lumière sur la table. Et encore une fois, la curieuse propriété de cette pierre laissa sans voix. La lumière n'avait vraiment aucun reflet sur elle. Et je fixais le morceau, comme si elle inspirait toute la vie autour d'elle. Une pierre vivante, pensais-je. Impossible. Le sentiment de crainte me reprit tout de même. Et on eût cru le silence revenir autour de nous. Ce fut réellement le cas. La pierre changea le décor fade et sans couleur. Sauf lui, sauf moi pouvions faire du bruit. Je comprenais plus. Vraiment, je comprenais plus. Je voulais me lever, mais
Mes jambes, elles, restèrent assises. Vous l'avez vu, le cylindre de Morligna, la structure sous terre la plus cachée plutôt de votre temps, devrais-je dire. Oui, effectivement, elle vient d'ailleurs. La pierre que vous avez donnée ne peut venir que là-bas. Cette pierre renferme un pouvoir d'une matière qui a chauffé à froid, quelque chose de très appréciable à travailler. Cette pierre n'a aucune consistance et les dimensions physiques terrestres dépassent vos entendements humains. Qu'avez-vous vu d'autre dans le cylindre de Morligna? Le cylindre de Morligna, cet endroit avait donc un nom. On avait donné un nom à cet endroit, donc cet endroit devait avoir une fonction. Perdu, je posai la question à mon interlocuteur, qui en fut vraiment surpris. Il joint ses mains devant lui et me fixa d'un air sévère sur le visage. Il resta en silence. C'est alors que je vis sur son avant-bras des traces, comme des peintures rondes représentant je ne sais quoi, qui sous mes yeux avaient changé de forme. Des cercles, 3 au complet, où se passèrent de plein à demi-plein puis à vide sans interruption. Il me laissa voir et me fixa. La fonction du cylindre de Morligna, qu'avez-vous vu dehors de sa profondeur? Je veux dire, n'avez-vous pas vu ce qu'il y a dedans? Le vide, oui. Le silence, oui. La fonction fut créée par les hommes il y a plusieurs siècles, mais l'homme fut éteint encore. Il est important que vous compreniez ce que nous sommes et que nous sommes déjà intervenus plusieurs fois dans ce monde. Et chaque fois, cette intervention a lieu alors que vous perdez la raison et du coup nous revenons. À cet instant, j'avais décroché. Qui était-il pour juger l'humanité? Elle avait ses torts, mais elle avait aussi ses avantages. Et elle était très bien comme ça. On devait sûrement pouvoir faire mieux. La sensation de panique me reprit. Cet homme, issu de nulle part, qui m'annonça que l'homme avait créé des choses et que tout avait disparu. Mais comment cela était-il possible? Je me posais sérieusement la question. C'est alors qu'il reprit. Le cylindre de Morligna a été conçu pour éteindre les hommes. C'est comme une boîte qui retire toute sensation, toute envie et pour finir tout bruit autour de soi. Il doit y avoir partout sur Terre. Chaque cylindre, dans chaque grande montagne ou chaîne, en contient une. Un cylindre se compose de plusieurs étages, de plusieurs manières. J'ai cru que c'était toujours dans le même but, semble-t-il. Celui que vous avez vu est alimenté par l'eau. Cette matière que vous avez là devant vous, qui vous impose un calme autour de vous, est une pierre venue des étoiles nommée le Cal. Le Cal compose et propose des propriétés importantes et curieuses. Cette pierre est venue sur Terre lors d'un 14e bouleversement. Ce bouleversement eut lieu quand notre espèce a atteint les sommets de création, de dimension et d'espace. Cette pierre s'est écrasée sur Terre, un rocher de la taille d'une montagne, facilement travaillable et surtout élastique. Vous entendiez bien, oui. Nous avons étudié les propriétés, infiltrées parmi vous, et aujourd'hui, nous en apprenons encore. Cette pierre donne vie comme elle l'apprend. Elle vit parmi nous et elle est répandue parmi nous. Mais cette pierre qui compose chaque cylindre sera toujours utile quand notre civilisation atteindra un déclin. Abasourdi, abasourdi, abasourdi. Les mots, si je comprenais bien, de cet homme étaient que l'humanité
avait donc créé des moments grandioses avec des villes ultra développées. Et à chaque fois, nous étions perdus. Nous avions perdu. Nous étions un grand peuple, à croire que les humains avaient fini par s'entendre. Votre monde a connu l'immortalité et a défié la mort, ainsi que la vie. Aujourd'hui, c'est le responsable de cet univers où rien n'a été trouvé de mieux que se disputer une telle découverte. Chaque fois que vous arriviez à ce stade, le monde que vous avez connu se dispute cette grande découverte. Comprenez bien, il s'agit d'ôter la mort de chacun. Plus personne ne meurt, l'immortalité est totale. Et aujourd'hui, il est clairement impossible pour vous de passer outre cette victoire sans vous entretuer. Croyez bien, il est regrettable, mais aujourd'hui c'est ainsi. Ça en était trop. Vraiment trop. Je finis mon verre d'un coup et je jetais une pièce sur la table. Je me levais pour sortir et prendre l'air. Dehors il faisait frais et ça me faisait du bien. J'ai traversé la rue et je suis entré dans mon hôtel pour la nuit. Je monte sans saluer la réceptionniste vilaine à regarder et je m'enferme dans ma chambre. Je me mets tout ça dans mon cahier, dans mon journal. De ma fenêtre, j'aperçois cet étranger qui me fixe. Et je vous avoue que je ne sais plus quoi penser. Je tire les rideaux, mais je sais qu'il me voit. Je prends mon journal et j'écris tout. Au petit matin, je me lève du bureau et je pars dormir. C'est juste une purge, une histoire d'une vulgaire purge qui coûte la vie à tout le monde, à toute l'humanité. Je regarde alors le sac d'or sur le lit et prends une carte. Je dois partir le plus loin possible de cet endroit. Dans l'hypothèse que personne ne me rattrape, dans 2 jours je serai à la capitale et de là, je prends un bateau pour l'autre continent. Je regarde mon journal et je dois tout expliquer à la compagnie. Alors je l'emballe dans un papier craft et le poste à mon départ. Je note l'adresse de la direction du filon d'or, puis je change l'or en argent et quitte la ville. Je ne change qu'une infime partie de l'or. Plus de traces de cet individu. Aucune, comme s'il n'avait jamais existé. Alors je m'en vais en silence, sous la pluie battante, et par loin, très